Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue dans les Siams TV Days. Durant 5 jours, Canal Alpha et le Siams, le salon des moyens de production microtechnique à Moutier, mettent en lumière les professionnels, les métiers et les industries de la microtechnique en compagnie d'une quinzaine d'entreprises de l'arc jurassien. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse concerne les enjeux et défis du décolletage. Et pour continuer d'aborder cette thématique, nous sommes toujours accompagnés par un expert, Pierre-Yves Colère, directeur du Siams. Rebonjour Pierre-Yves. Rebonjour Régis, nous voici fidèles au poste. Pour débattre autour de ces enjeux et défis du décolletage et pour parler de la place qu'occupe ce savoir-faire bien particulier dans l'industrie d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 entreprises sur ce plateau, représentées par 3 invités. Pierre-Yves. Alors pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, nous avons le plaisir de faire un bout de chemin sur la planète décolletage avec Cédric Chèvre, qui est directeur de Décovie à Vic, Michel Di Bernardo, qui est directeur général et associé de Codec à Dombresson. Bonjour. Et Emmanuel Raffner, directeur général de Loner à Boudry. Bonjour. Rebonjour messieurs. Bonjour. Les présentations ont déjà été faites dans la première partie de cette émission, mais avant qu'on poursuive, j'aimerais déjà avoir votre propre définition du décolletage, parce que tout le monde n'a pas la même, évidemment. Monsieur Colère nous a donné la sienne dans la première partie. Votre propre définition du décolletage, Cédric Chèvre. Je pense que ça ne sera pas une définition trop éloignée, mais pour moi, c'est la réalisation d'opérations d'usinage, principalement de tournage, et tout ça à partir d'une barre ou plusieurs barres sur une machine qu'on appelle décolleteuse. Emmanuel Raffner. Pareil. Mais en ajoutant peut-être une chose, c'est que, qui est que la barre, justement, elle tourne. Non seulement elle tourne, mais elle avance et elle recule dans son canon. Et ça permet de faire peut-être des opérations de très haute précision, parce que l'outil est toujours très près de la matière et sans porte-à-faux de la matière. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Oui. Mais... Michel Di Bernardo. Alors, étant donné que nous sommes dans le domaine escomatique, où c'est les outils qui tournent autour de la matière, la spécificité est plutôt la cadence. Ça veut dire qu'on va être capable de répéter une multitude de fois la même opération de tournage ou perçage et ainsi de suite pour créer des lots de quantités de pièces qui peuvent être astronomiques, de plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, de millions de pièces qui peuvent être à ce moment-là distribuées dans le monde entier. Et ceci, c'est vraiment la technique de l'enlèvement du copeau. Pour nous, par antagonisme à ce qu'on connaît aujourd'hui avec le 3D, qui est l'apport de matière, nous sommes encore dans une technologie où on enlève la matière. Et c'est ça la beauté du métier, c'est comment arriver à maîtriser cet enlèvement du copeau. Pour continuer de faire connaissance avec vous 3, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à ce qui fait la spécificité de chacune de vos entreprises. C'est ce qu'on va découvrir dans un prochain reportage, Pierre-Yves. Oui, Régis, nous nous rendons sans plus attendre chez Codec à Dombresson, à 51 km de Moutier. L'entreprise Codec qui met un accent particulier sur sa politique écologique, vous allez le voir. La définition du décolletage, pour moi, c'est déjà une passion, dans un premier temps, que j'ai découvert en 1986. C'est un métier qui est intéressant parce qu'on est dans la productivité de haute quantité, de haute capacité de pièces. On en fait 4,5 millions par jour. La place du décolletage pour l'avenir, à mon avis, il est très important dans le sens où on voit, par exemple, avec les voitures électriques aujourd'hui, tous les axes moteurs qui vont être demandés pour le futur. Si on arrive à se placer, avec les panneaux solaires aussi, la connectique, les nouvelles matières sans plomb sont des défis aujourd'hui très importants pour le décolletage et le futur. Alors le premier défi aujourd'hui, c'est la formation. Nous travaillons avec le CAGE à Chaux-de-Fonds, donc nous formons des apprentis et nous formons aussi des jeunes adultes pour la pérennité de l'entreprise. Ça, c'est le premier défi qu'on doit avoir. Le deuxième défi, je dirais que c'est par rapport à l'évolution de la société, le travail à 80% par exemple, dans une dynamique de productivité jour et nuit et le week-end est un défi pour nous très important. Face à l'incertitude économique, Codec a toujours réussi à réagir. On a une bonne dynamique dans le sens où on a une autonomie. Le décolletage est vraiment soutenu par un département R&D, des outils qui sont faits sur mesure en interne. La réactivité est la priorité de l'entreprise. Dans les ateliers, les machines ACAM et les CNC cohabitent chez Codec. La plus grande quantité, c'est encore des machines ACAM
pour des produits relativement simples, de haute productivité. Mais aujourd'hui, les commandes numériques prennent de l'ampleur, les produits deviennent de plus en plus complexes et demandent beaucoup plus de souplesse, de changement de code ou de tolérance pour répondre à la demande du client. Aujourd'hui, l'humain, par rapport à tout ce côté digital, reste, je dirais, la place centrale. Le côté digital va nous permettre d'améliorer des temps de travail, d'améliorer des vitesses d'organisation, je dirais, dans le flux. Mais l'humain reste notre priorité. Donc la passion transmise à l'humain et l'humain sur les machines ne changera pas au niveau du décolletage. Michel Di Bernardo, j'avais envie qu'on parle d'écologie aussi dans cette émission, puisque c'est un des enjeux auxquels est confronté le décolletage aujourd'hui, l'industrie en général. Quels changements concrets sont opérés plutôt chez vous dans l'entreprise Codec? Alors Régis, d'abord, on doit se situer, ça veut dire qu'on habite quand même une magnifique région qu'est le canton de Neuchâtel, avec pour nous une situation au fond du Val de Rue. Et d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir un bureau qui prédomine une vue sur la vallée extraordinaire. Il ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas être en symbiose avec cet environnement. Et ça a toujours fait partie de notre politique. Et effectivement, comment on le concrétise? Pour nous, c'est l'énergie. Beaucoup, on a travaillé dès que possible pour éviter de devoir se chauffer, tellement les machines dégageaient de la chaleur, on a tout de suite recyclé toutes les émanations que pouvaient créer les machines, notamment les compresseurs. Et ensuite, le deuxième axe, comme grand consommateur électrique, nous avons, dans la nouvelle construction qu'on a fait entre 2017 et 2020, installé 1350 mètres de panneaux solaires sur l'usine. Et on va encore en poser l'année qui vient pour porter à notre surface totale de 1300 mètres carrés de panneaux solaires. Donc on a une fibre écologique. L'autre point est l'eau. L'eau est un défi pour demain. Vous savez que quand on va polir les pièces, on utilise pas mal d'eau, ce qui est toujours difficile à devoir gérer parce qu'il faut retraiter l'eau, on utilise beaucoup de chimie. Et l'objectif est d'avoir des nouvelles générations de machines que l'on a pu voir dans la présentation tout à l'heure du film, qui nous aident à utiliser 10 fois moins d'eau. Et ceux-ci sont des axes donc, qui sont gagnants-gagnants, nous-mêmes dans notre manière de travailler, pour l'environnement, pour les collaborateurs et pour la région. Cédric Chèvre, ces questions environnementales, elles vous occupent l'esprit chez Decovi? Elle nous occupe l'esprit et pas seulement depuis qu'on parle un petit peu d'augmentation du prix de l'électricité. Ça fait longtemps que c'est des thématiques qu'on a commencé d'aborder, déjà en se certifiant au niveau environnemental depuis une quinzaine d'années maintenant. Mais une certification, ça ne veut pas encore dire qu'on fait des miracles. Et puis finalement, on a aussi pas mal d'axes de travail. Donc on a aussi posé des panneaux solaires. On travaille aussi sur quel type de produits on utilise, quels solvants. On utilise encore beaucoup de chimie ou de produits de benzine, de choses comme ça dans les ateliers. Donc il y a toute une réflexion qui est menée pour aussi réduire ces consommations. Et puis un axe important finalement qui rejoint aussi la question du personnel, c'est de travailler le plus possible avec du personnel local qui effectuera moins de kilomètres pour se rendre sur son lieu de travail. Et puis ça, c'est peut-être un axe souvent négligé, mais qui a beaucoup d'importance pour Decovi. Emmanuel Raffner, vous qui êtes venu à pied depuis l'usine jusqu'à nos studios, cet aspect local, il est aussi important chez Lohner? Oui, c'est clair. Enfin, tout ce qui a été dit, hein, c'est ce qu'on vit nous aussi et ce qu'on fait vivre dans l'entreprise. Mais juste, je profite de la question pour redire, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, que toutes nos entreprises, en tout cas, je pense pouvoir parler pour nous trois, voilà maintenant plus de 30 ans qu'on est des entreprises propres, qu'on recycle nos déchets, qu'on ne rejette plus rien, ni de physique, ni de vapeur dans l'atmosphère, qu'on est déjà très très attentif également sur la partie chauffage. Une usine comme celle de Lohner à Boudry, où il y a 200 machines, 5000 m², on consomme moins de mazout qu'un petit appartement. Parce que les machines... Donc tout ça est déjà là. Maintenant, les enjeux du futur, c'est de le faire, c'est de continuer d'optimiser, consommer moins, faire moins de trajets pour venir travailler, avoir un bilan carbone plus global, et puis évidemment travailler de concert avec nos partenaires, notamment fabricants de machines,
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour sortir des petites pièces de 0,5 par 0,5, on utilise quand même encore des machines qui sont parfois des immenses machines. Il y a certainement à optimiser, mais ça va prendre du temps. Mais en tout cas, je crois que je peux parler pour tous les décolleteurs en disant qu'on est derrière et engagé fortement dans cette démarche-là depuis longtemps et encore plus aujourd'hui. Pierre-Yves, on le voit bien, ces questions reliées avec l'écologie sont partout aujourd'hui et comme le rappelait M. Raffner, ça ne date pas d'hier. C'est peut-être un des plus grands défis auxquels l'industrie va être confrontée, est déjà confrontée aujourd'hui et va être encore confrontée demain. Alors je pense effectivement que ça a été dit, c'est un défi parce que c'est à la mode, mais en réalité les entreprises n'ont pas attendu que ce soit à la mode pour s'en occuper. Donc les entreprises sont déjà de plus en plus propres depuis des dizaines d'années, elles vont continuer de s'améliorer, la technologie permet beaucoup plus de choses. Et oui, le défi est là, mais je pense qu'il n'est pas nouveau. On va passer au reportage consacré à notre deuxième entreprise invitée, Pierre-Yves. Nous nous rendons à nouveau à Vic, chez Decovi. L'entreprise Decovi qui s'est notamment spécialisée dans la fabrication de masses oscillantes pour l'horlogerie. Donc l'entreprise, elle a une spécialisation quand même dans les diamètres un peu plus importants que la moyenne régionale. On a toujours travaillé sur des diamètres plutôt au-dessus de 6 mm jusqu'à 20. Ça a vraiment des particularités par rapport au métier de nos confrères qui travaillent vraiment dans le petit. Les défis majeurs pour rester à la pointe, je dirais qu'ils sont doubles. D'une part, il y a l'enjeu technologique, donc c'est vrai qu'un renouvellement constant des installations, amener des nouvelles machines, mais aussi de nouveaux outillages, etc. Donc cette recherche permanente, ça c'est vraiment le premier défi, mais le défi numéro 2, mais qui est sans doute le principal, ça sera vraiment de pouvoir former et fidéliser le personnel afin qu'il puisse s'inscrire sur du moyen long terme dans notre activité et pouvoir garder le savoir-faire. Dans les pièces plutôt médicales que je pourrais mettre en avant, donc on a déjà participé à la production de pièces pour des prothèses de main. Donc on voit tout de suite l'effet concret de ce qu'on réalise. Et puis on a aussi réalisé récemment des instruments de chirurgie pour le chirurgien justement quand il réalise une opération de remplacement d'une hanche. Selon moi, la prochaine transition, on va dire, industrielle, elle sera liée à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que de plus en plus, les machines seront capables d'apprendre par rapport aux conditions, de se corriger par elles-mêmes, etc. Donc ça ne remplacera jamais l'homme, mais ça va sans doute faire évoluer pas mal les métiers futurs. Et je serais prêt à parier que dans 20 ans, on cherchera de toute autre qualification que maintenant. Cédric Chèvre, on l'a vu dans le reportage, vous avez une gamme de produits extrêmement diversifiée, du médical, de l'horlogerie, bien sûr, comme beaucoup de décolleteurs. On en a parlé un petit peu dans la première partie de l'émission, mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu ce sujet, la spécialisation dans un secteur bien précis. Est-ce que, selon vous, c'est l'avenir du décolletage? Est-ce qu'il faut à tout prix éviter une sorte de dépendance? Oui, je crois qu'on est sans doute tous d'accord sur le sujet. C'est vrai que trouver parfois des marchés de niche, c'est ce qui peut aussi créer le développement futur de l'entreprise. C'est ce qu'on a réalisé dans le domaine de la masse oscillante. On reste quand même dans un marché global, c'est-à-dire que nos concurrents, ils sont aussi à l'étranger, donc on doit réussir à se démarquer en proposant d'autres choses. On peut agir sur la qualité. Je crois que le Swiss Made est reconnu, mais par contre, tous les marchés ne sont pas prêts non plus à payer cette qualité suisse, je dirais. Donc effectivement, on doit se démarquer, on doit trouver de nouveaux marchés, des marchés porteurs, et puis sans oublier que chaque jour, on doit essayer de réduire nos prix de revient pour être là demain. J'en ai parlé avant, c'est en termes de durabilité, je ne parlais pas seulement de la question écologique, je parlais aussi d'être présent encore demain, et puis grâce à l'innovation et au savoir-faire suisse, je crois que nos métiers, ils ont des beaux jours encore devant eux. Michel Di Bernardo, Cédric Chèvre disait à l'instant, le savoir-faire suisse est encore reconnu en Suisse et à l'étranger, évidemment. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, je rejoins mon confrère sur ce sujet. Il est aussi couplé par l'évolution des moyens.
les moyens qui sont pour nous des plus importants parce que nous développons nos propres machines, ce qui nous permet d'avoir des adaptations d'usinage propres à la demande du client. Et c'est cette agilité et flexibilité et en même temps l'innovation qui fait qu'on arrive à vendre le Swiss Quality au prix qui doit être vendu. Emmanuel Raffner. Si je veux ajouter quelque chose à ça, je dirais qu'il y a quand même des éléments de contexte nouveaux qui font que on a parlé d'écologie tout à l'heure ou de développement durable. Peut-être verra-t-on revenir en Suisse la production d'un certain nombre de produits consommés en Suisse mais fabriqués très très loin de la Suisse et qu'on saurait faire en Suisse. Et dans le monde du décolletage, on a moult exemples de produits qui pourraient être rapatriés. Alors je ne parle pas d'horlogerie là, mais je parle d'autres types de produits. Donc ça, c'est une tendance. Et la deuxième, c'est quand même un point qui est important. Puis Cédric en a parlé dans le film. C'est effectivement les moyens nouveaux, non seulement machines, mais intelligence artificielle, pour permettre de répondre à cet équilibre dans lequel on est en permanence, de faire tout de plus en plus vite. Il faut être ultra réactif, juste du premier coup. Et pour ça, ça nécessite, c'est un peu contre-intuitif, mais de prendre le temps au départ, de se dire attention, qu'est-ce que j'ai à faire, et d'avoir les bonnes équipes et les bonnes personnes pour ensuite, quand on démarre nos machines, que là, effectivement, les pièces soient tout de suite bonnes. Ça gagne aussi en compétitivité. Et je pense que ça, c'est des sources peut-être nouvelles de développement, sans forcément multiplier le nombre de secteurs d'activité, parce que ça pose d'autres contraintes réglementaires, d'organisation, de validation, etc. Pierre-Yves Koller, le décolletage a de multiples connexions dans l'industrie, on le retrouve absolument partout, c'est ce qu'on voit depuis le début de cette émission. Est-ce que le décolletage occupe lui aussi une place particulière au sein du SIAMS ? Tout à fait. Donc le décolletage, la sous-traitance fait environ 20% au niveau du SIAMS à proprement parler, mais le SIAMS, c'est le salon de l'ensemble de la chaîne de production et finalement, ces messieurs peuvent venir faire leur marché au SIAMS, ils vont trouver les machines, les périphériques, l'huile, la matière, les softwares, ils vont tout trouver au SIAMS. Nous avons même un endroit spécifique sur le salon qui s'appelle la plateforme décolletage, qui est organisée par l'AFDT, l'Association des fabricants de décolletage et de taillage, que je remercie au passage puisqu'ils nous ont aidés à organiser cette session décolletage dans les SIAMS TV Days. Et comme nous sommes seuls, Régis, je peux vous le dire, le décolletage a une petite place particulière dans mon cœur. J'ai un petit faible pour ce domaine, mais ne le répétez pas. Je ne le dirai à personne, c'est promis. Je vous propose qu'on passe au dernier reportage qui nous plonge dans les activités, cette fois-ci de notre troisième invité, Pierre-Yves. Nous nous rendons chez Lohner à Boudry, à 74 km du SIAMS. L'entreprise Lohner qui a notamment développé à l'interne tout un secteur consacré aux opérations de finition. Ma propre définition du décolletage, ce serait de produire des pièces de haute qualité à des cadences élevées, de petites, moyennes et grandes séries. Alors, dans les ateliers au quotidien, les enjeux et les défis du décolletage sont essentiellement, on va dire, répondre à l'augmentation des exigences de nos clients. Souvent des tolérances plus serrées, ou alors si la tolérance n'est pas plus serrée, d'être le mieux centré par rapport à l'intervalle de tolérance. Et donc ça demande des process plus robustes, des méthodes de contrôle différentes. Et nous devons nous remettre en question tous les jours pour continuer à suivre nos clients. Les dimensions qu'on va usiner chez Lohner sont en dessous de 1 mm et on descend jusqu'à 5 centièmes. Des pièces de si petites dimensions impliquent de travailler avec de la matière, des outillages et des équipements complètement adaptés. Je pense que malgré la robotisation qui prend de plus en plus de place dans l'industrie, il y a certaines activités et certains savoir-faire qui seront difficiles à automatiser. La finition, par exemple, du réglage d'une pièce, ça reste très sensible, ça demande beaucoup de soins et c'est pas toujours répétable comme on le souhaiterait. Donc l'adaptabilité de l'humain va permettre quand même d'obtenir un résultat qui sera souvent meilleur que la robotisation. Investir dans la formation aujourd'hui est essentiel, étant donné qu'on subit une vraie pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on est obligé, si on veut relever les défis de demain, d'accorder énormément de temps à la formation des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a également des gens qui sont en reconversion professionnelle et on assume la formation en interne pour amener ces gens à être efficaces dans le domaine du décolletage.
Selon moi, une des prochaines révolutions qu'il pourrait y avoir dans le domaine du décolletage est d'augmenter drastiquement les vitesses de rotation. Mais pour ça, il faut être capable de développer des outils qui seront susceptibles d'accepter ces vitesses de rotation supérieures. Emmanuel Raffler, on entendait à l'instant dans le film votre collègue parler de ces opérations de finition qui, quelque part, obligent encore, nécessitent encore le regard humain. L'homme est donc encore primordial pour ces petites opérations. Il n'est pas prêt d'être remplacé par une machine. Non, ou alors disons en complémentarité, parce que c'est vrai que dans nos usines, on a à la fois cohabitent tous les jours des séries très gros volumes, des références qui peuvent tourner à l'année sur 10 machines en même temps pour produire la même pièce. Il est certain que ce genre de production, intuitivement, c'est logique d'essayer d'optimiser, de gagner la seconde, de regrouper les lots, d'automatiser les posages, etc. En revanche, en même temps, on a d'abord au stade du proto et puis tout un tas, notamment dans le médical, de plus petites séries où là, l'automatisation n'est pas forcément la réponse. Donc il y a toujours besoin de l'intervention humaine. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi cette dynamique dont on a parlé tout à l'heure, qui est de dire l'être humain, de plus en plus, il va être celui, c'est pour ça que mon mot fétiche au départ, c'était audace, celui qui va justement pas tout de suite penser comme la machine. C'est peut-être encore lui pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'intelligence artificielle soit devenue tellement intelligente qu'elle peut reproduire ça. Mais au point de départ, la petite idée que la machine n'aura pas, c'est l'humain qui va l'avoir. Et ça, c'est vrai dans tous les étages de l'entreprise. Ce n'est pas une affaire d'ingénieur ou de technicien. Ça peut être, on a vu le stock matière, voilà, le monsieur au stock matière, il peut avoir une idée tout d'un coup pour dire tiens, on va faire comme ça. Et là, on crée de la richesse, c'est ce qu'on essaye de faire vivre. On le voit dans l'industrie aujourd'hui, il y a de moins en moins d'opérateurs qui sont confrontés à des tâches extrêmement répétitives. On essaie de varier un peu les travaux pour tout le monde. Est-ce que c'est ça l'avenir du décolletage et plus précisément du décolleteur? Est-ce qu'il est appelé lui-même dans les ateliers à se diversifier de plus en plus? Michel Di Bernardo? C'est une bonne question. Je crois que ça correspond plutôt au profil des personnes. On doit s'adapter aussi au profil des collaborateurs et mettre en valeur leurs compétences. Il y aura le collaborateur qui sera plutôt dans une zone de confort où il y aura de la répétabilité, de répétition du travail, et un autre qui voudra faire partie d'une équipe plus à même à être flexible, à devoir diversifier ses travaux. Et c'est là qui fait la force d'une entreprise, c'est la diversité et la complémentarité. Cédric Chèvre. Je crois que le décolletage en soi, c'est déjà une opération qui est passablement automatisée parce que finalement, les machines travaillent avec pas mal d'autonomie, de manière répétable. Mais où on voit pas mal d'automatisation arriver, c'est dans l'automatisation notamment des mesures. Et puis là, je pense qu'il y a un gros travail qui se fait. Il y a des belles avancées qui sont aussi présentes. Et puis finalement, je crois que si on veut rester compétitif, on devra aussi valoriser de plus en plus le travail des gens qui peuvent amener de la valeur ajoutée. Et c'est vrai que le travail très très répétitif qui pourra être réalisé par un robot, il aura quand même tendance à disparaître sur le marché suisse avec les salaires qui se trouvent dans la région. J'ai peut-être une question. Si oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que ça vaut la peine pour un jeune aujourd'hui de dire « je vais faire décolleteur » ? Oui. Moi, je dirais, alors moi, je me prends toujours comme exemple parce que moi, il y a 15 ans, j'étais pas du tout dans le décolletage. Et donc, je suis la preuve vivante qu'on peut rentrer dans le décolletage sans avoir jamais fait de décolletage et trouver ça passionnant. Et je pense qu'une des réponses aussi à la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, c'est la formation. Michel en a parlé, Cédric aussi. Et puis, l'autre chose, c'est de regarder dans nos entreprises tous les postes où il n'y a pas besoin de décolleteur. Ils sont largement majoritaires. Sur 150 personnes, nous, on a une minorité de décolleteurs régleurs. Et c'est d'ouvrir un petit peu la fenêtre autrement. C'est-à-dire, et moi, quand je suis rentré dans le monde du décolletage il y a 15 ans, quand je disais ça à mes copains, ils me disaient quoi ? Qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que tu fais dans le décolletage ? Mais je dis, attends, viens voir l'usine, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et puis tout d'un coup, on découvre plein d'endroits où on peut travailler et être utile à la production. Puis à un moment donné, il faut des régleurs. Donc oui, moi, la réponse, c'est oui. Et il y a plein de façons d'entrer dans le décolletage. Je rebondirais aussi à ce que tu dis, Emmanuel, dans le sens que
les personnes qui viennent, ils le viennent par passion. Et est-ce qu'il y a un avenir au métier de décolletage? Mettons-nous en concurrence avec des nouvelles technologies. Je parlerai de l'apportation de matière par les imprimantes 3D. Bien qu'on fait des très belles choses, on n'arrive jamais encore à concurrencer la vitesse du décolletage, la quantité que fait le décolletage. Et notre challenge est demain de travailler les matières sans plomb et de devoir s'adapter. Donc, l'idée d'avoir un challenge, la passion, comme l'a décrit mon associé, font partie intégrante de la volonté et d'une personne à rejoindre ce métier. Et le monde, heureusement, est composé d'humains divers qui ont des passions différentes. Je crois qu'effectivement, on se trouve dans des régions où finalement ces métiers industriels ont encore vraiment leur place et un avenir radieux, je dirais. Il vous suffit d'ouvrir le journal local ou bien voir les réseaux sociaux pour voir à quel point on cherche de la main-d'œuvre qualifiée. Et puis c'est vraiment le défi de demain de pouvoir continuer d'intéresser les jeunes à faire ce métier, parce que je suis convaincu que même s'il y a des métiers qui n'existent pas et qui seront présents dans 20 ans, le décolleteur sera toujours là, et puis il nécessitera peut-être encore plus de compétences que maintenant, des compétences peut-être liées à l'informatique, etc. Donc ça deviendra encore plus un métier de spécialiste. Et moi, je suis convaincu que pour un jeune, se lancer dans ce domaine, c'est l'assurance d'un avenir radieux professionnellement. Messieurs, on arrive gentiment au terme de cette émission, mais avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on rebondisse sur une chose qui a été dite ici par M. Di Bernardo, qui parlait à plusieurs reprises d'ailleurs de matière sans plomb. C'est vrai que c'est un terme qui revient énormément en ce moment, un thème d'actualité. Peut-être un mot justement sur cette matière sans plomb. Est-ce qu'on parle d'un réel progrès ou est-ce que c'est plus une contrainte pour vous aujourd'hui de devoir composer avec ces matières? Emmanuel Raffner. Nous, alors j'avoue humblement qu'on s'est quand même plutôt laissé guider par les choix de nos clients. L'enjeu, le challenge pour nous, comme pour beaucoup de mes confrères, ça a été de dire, bon, bah, ok, ils ont sélectionné ces 2 ou 3 types de matières, que ce soit les aciers sans plomb ou les laietons sans plomb. Bon, bah, on va essayer pour voir ce que ça donne. Et puis là, c'est la richesse de la filière, parce que là, je crois que tout le monde s'y est mis, les fabricants d'outils, tout le monde a réfléchi ensemble à dire, bon, bah voilà, le FineMac, on fait comment, et puis c'est comme ça qu'on a trouvé des solutions, qu'on les a trouvées ensemble. Donc, c'est une contrainte, oui, mais je dirais qu'elle n'est pas pire que... voilà, c'est quelque chose de nouveau, qui est toujours vécu comme une contrainte. Je pense aux normes ISO il y a 25 ans ou 30, quand ça a démarré. Tout le monde se disait... Bon. Et puis petit à petit, bah, c'est devenu la routine. Et aujourd'hui, on aimerait bien qu'il n'y ait plus que les normes, qu'il y ait seulement les normes ISO. Donc voilà, et le sans-plomb, c'est un petit peu ça. Mais cela dit, alors je dis ça, c'est facile, assis ici. On a quand même transpiré à l'usine, enfin, moi moins que les autres, mais il y a beaucoup de gens qui ont quand même beaucoup travaillé à la chose. Mais voilà, ça fait partie d'une évolution. Est-ce que c'est mieux, moins bien? C'est sûrement mieux, en tout cas pour la planète. Michel Di Bernardo, sur ces questions. Je rejoins effectivement Emmanuel. C'est un mal pour un bien, dit-on. Ben là, c'est un mal pour 2 biens. Le bien pour la planète, comme tu l'as très bien dit, Emmanuel, et d'autre part, c'est finalement pour nous une opportunité de nous positionner dans nos recherches, dans l'innovation. Et notre terre est une terre de développement à la recherche de solutions, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir toujours une longueur d'avance sur nos concurrents. Donc nous sommes motivés par trouver des solutions, et d'ailleurs nous sommes en plein développement de nouveaux outils, de nouvelles vitesses, d'adapter nos machines pour permettre d'usiner les matières, notamment cuivreuses, sans plomb. Cédric Chèvre. Oui, je rejoins exactement ce qui a été dit. C'est vrai que nous, par exemple, on est pas mal actifs dans le barillet, donc c'était des pièces qui étaient super bien maîtrisées, voilà, ça roule, et puis tout d'un coup, on vient avec des nouvelles matières, par exemple là, en l'occurrence, pas mal d'éco-brasses, et puis tout ce qu'on avait mis en place, eh bien, il faut recommencer. Néanmoins, je crois que c'est aussi ce qui fait la beauté du métier, c'est de rechercher des nouveautés, des solutions, de reprendre certaines choses à zéro, et
puis, même si ça peut être perçu comme une contrainte au début, c'est aussi un beau moyen de se démarquer et puis de dire, voilà, ça on le maîtrise. Et puis, tout ce qu'on a pu investir dans la recherche et puis dans le développement de ces solutions, on peut le mettre à profit pour d'autres secteurs d'activité éventuellement dans le futur. Et puis, ça ne sera pas la dernière fois qu'on viendra nous mettre ce genre de contraintes dans les pattes. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous propose qu'on en reste là pour cette thématique autour des enjeux et défis du décolletage. Pierre-Yves, je vous laisse conclure. Volontiers. Alors je pense qu'on l'a vu clairement aujourd'hui, le décolletage est un domaine dynamique. Les entreprises comme les vôtres démontrent vraiment un savoir-faire particulier et ils ont vraiment tous les atouts pour continuer de faire tourner la planète décolletage aujourd'hui, demain. Et vraiment, félicitations, messieurs, et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. Ce sera le mot de la fin. Messieurs, encore une fois, un grand merci d'avoir participé à cette table ronde. Les Siam Stevie Days se poursuivent toute cette semaine. Retrouvez-nous tous les soirs sur Canal Alpha et ou sur Internet sur l'adresse canalalpha.ch/Siams. Excellente soirée, bonsoir.